Nombre de personnes ont constaté que l'éducation togolaise actuelle n'est plus ce qu'elle était. Pour certains, des évolutions notables ont été observées, notamment en comparaison avec d'autres systèmes éducatifs de la sous-région. Cependant, d'autres estiment que malgré les réformes mises en place pour garantir une éducation de qualité, une régression est à constater. De façon générale, je dirais que dans la sous-région, l'éducation togolaise, on voit que ça a une cote de popularité plus élevée que par rapport à d'autres pays. Donc quand on prend le Bénin par exemple, ici il y a au lycée le probatoire qui est installé qui prépare déjà les élèves, qui les prépare au bac. Donc de ce côté, je dirais qu'on a une éducation qui est à un bon niveau si on compare ça à d'autres pays dans la sous-région. De mon point de vue, l'éducation togolaise est confrontée à de réels problèmes, ce qui fait qu'elle n'a pas d'évolution. Autrefois, avec le niveau CE2, des gens pouvaient être des directeurs, s'exprimer et bien écrire français, plus que des gens qui aujourd'hui ont des diplômes. L'évolution de l'éducation au Togo soulève un enjeu majeur, la maîtrise linguistique. Les avis sont unanimes sur ce point. Comparativement aux années précédentes, on note une baisse de niveau, en particulier en ce qui concerne l'expression écrite et orale des élèves. Il y a une régression, parce que dans le temps, le niveau de français, c'était bon à l'école. Mais aujourd'hui, prenons par exemple un enfant qui est au collège. Vous allez voir que dans le temps, le français était bon. Mais actuellement, tu prends un élève de 3e, pour s'exprimer en français avec toi, il aura des difficultés en fait. Mon père n'a pas dépassé la classe de CE2. Pourtant, il écrit et parle mieux français ainsi que l'anglais mieux que nous qui avons eu le baccalauréat et avons fait des études universitaires. Les élèves éprouvent souvent des difficultés à lire et à comprendre les cours qu'ils prennent eux-mêmes en note, une situation qui suscite l'inquiétude des parents. C'était mieux avant, mais la situation s'est détériorée. Les élèves écrivent eux-mêmes leurs cours, mais n'arrivent pas à les relire. C'est à nous d'essayer de déchiffrer ce qu'ils ont écrit quand ils rentrent. À notre époque, c'était encore gérable. L'usage trop fréquent de l'éveil les empêche de bien écrire et parler le français. Face à cette problématique croissante, le ministre de l'Éducation a publié une note de service visant à renforcer l'apprentissage de l'orthographe dans les écoles. Tous les enseignants sont désormais tenus de corriger les fautes, quelle que soit la matière enseignée. Cependant, cette initiative soulève des questions. Si tous les enseignants doivent corriger les fautes de classe où le nombre d'élèves peut dépasser 80, pourront-ils réellement terminer le programme de base dans le délai ? Depuis plusieurs années, le Togo s'est engagé dans la mise en place de plusieurs initiatives et réformes éducatives qui visent à améliorer l'accès et la qualité de l'enseignement. Ces efforts semblent porter ses fruits. En effet, selon le dernier rapport Financing Africa de la Fondation Mo Ibrahim, il ressort que le Togo occupe la 5e place dans le top 10 des pays africains qui offrent la meilleure qualité d'éducation. En Afrique de l'Ouest, le Togo est classé au 2e rang derrière le Ghana. Ce rang qu'occupe le Togo met en lumière la politique de l'enseignement dans le pays qui consiste à assurer l'accès de tous à une éducation de qualité. Pour rappel, plusieurs facteurs ont milité en faveur du Togo dans ce classement. L'on peut citer entre autres l'introduction de l'éducation de base gratuite. Ceci a permis d'augmenter le taux de scolarisation. Par ailleurs, sur le continent, la Tunisie domine le classement, suivi du Ghana, de la Namibie et de l'île Maurice. Au Togo, selon le ministère de l'Enseignement primaire et secondaire, entre les années académiques 2015 à 2017, le nombre de grossesses d'élèves adolescentes dans le pays est passé de 3036 à 3343. Une autre étude réalisée entre 2020 et 2021 révèle que plus de 1200 cas de grossesse non désirée ont été enregistrés, ce qui signifie que le phénomène ne cesse d'être une préoccupation. Heureusement, quelques années après, le projet d'approche multisectorielle
pluriel et transformation des rites et initiations pour les droits en santé sexuelle et de la reproduction des adolescentes mise en œuvre par l'Association togolaise pour le bien-être familial ATBEF commence par donner des résultats encourageants. Aujourd'hui, le phénomène connaît une baisse de 80% dans les établissements scolaires et autres communautés ciblées. Selon l'ATBEF, les activités réalisées entre 2018 et 2024 ont été, entre autres, le renforcement des capacités des prestataires de soins sur l'offre des services conviviaux adaptés aux jeunes, la formation des enseignants sur l'éducation sexuelle complète et surtout la formation et le fonctionnement effectif des comités scolaires et communautaires de prévention des grossesses précoces. Par ailleurs, les derniers cas enregistrés en 2022 font état de 2474 grossesses dans les lycées et dans les collèges du Togo. Un scandale secoue le milieu médical depuis quelques semaines. Il s'agit d'une ablation du rein d'une patiente à son insu et sans son consentement. Et c'est l'Observatoire pour la promotion de la santé en Afrique, OPS Afrique, qui a fait la lumière sur l'affaire. Selon l'Observatoire, la victime est une professionnelle de santé qui devait suivre une opération dans un hôpital. Ne s'étant pas remise de l'opération 2 ans plus tard, la victime a décidé de se faire consulter dans une autre structure. Et c'est dans cette structure qu'elle a été informée qu'elle a perdu un de ses reins. À la connaissance de l'affaire, l'Observatoire dit avoir entrepris des démarches administratives et judiciaires afin que la lumière soit faite sur l'opération et les personnes impliquées. 2 ans après le dépôt des dossiers, l'affaire est restée sans suite favorable. En juin dernier, le ministre en charge de la Santé a été saisi de l'affaire, de même que la médiatrice de la République, sans oublier l'Ordre des médecins du Togo, qui, lui, a pris soin d'écouter la victime. OPS Afrique, pour le compte de la victime, formule des revendications. Assurer une prise en charge rapide et appropriée de la victime, éclaircir les circonstances de l'opération chirurgicale, puis identifier les responsables et les sanctionner pour renforcer la confiance des Togolais en leur système de santé. La junte militaire en Guinée a évoqué cette semaine une possibilité de retour à l'ordre constitutionnel cette année. Dans une interview accordée à la presse française cette semaine, le porte-parole du pouvoir de Conakry a déclaré qu'une élection présidentielle ou législative pourrait se tenir en octobre, à la suite d'un référendum probablement en mai, pour adopter une nouvelle constitution. Le général Mamadi Doumbouya, au pouvoir depuis 2021, avait promis céder le pouvoir à des civils élus avant la fin de 2024, une promesse qu'il n'a pas tenue. Maintenant, quant à poser la question, si nous croyons en des nouvelles promesses de la junte, vous savez, croire ou ne pas croire, tout est une question de confiance. Mais je peux vous assurer aujourd'hui que la confiance est rompue. La confiance est rompue entre tous les acteurs politiques et la junte, entre tous les acteurs politiques et le gouvernement. La confiance est rompue. Mamadi Doumbouya avait indiqué dans ses vœux de nouvel an que 2025 serait une année électorale cruciale afin de parachever le retour à l'ordre constitutionnel. Mais les autorités n'avaient pas encore donné d'indication de calendrier. La charte de transition établie par la junte elle-même peu après le coup d'État interdit à ses membres de se présenter aux élections. L'adoption d'une nouvelle constitution pourrait lever ce verrou. La France poursuit le retrait de ses troupes du Tchad avec la rétrocession de la base militaire d'Abéché aux forces tchadiennes. Garde à vous! Les autorités ont effectué le déplacement pour la ville en vue d'une cérémonie officielle qui a lieu ce samedi. Cette étape marque le clou de la procédure de départ de l'armée française du pays. Depuis le 10 décembre 2024, les mouvements de troupes s'observent des différents camps qui abritent de la logistique ou des factions de soldats venus de France. Selon les médias sur place, le départ des troupes d'Abéché est ardemment apprécié par les populations. Cette ville de l'est du pays, qui constitue un carrefour entre le nord et le sud du Tchad, aurait été meurtrie par plusieurs massacres pendant la colonisation française. Les habitants de la localité n'ont jamais porté en estime
les militaires de l'ancienne puissance coloniale dans leur région, comme le rapporte Radio France Internationale. En Ouganda, le chef de l'armée a annoncé son départ du réseau social X, anciennement Twitter. Muhoozi Kainerugaba, fils du président Yoweri Museveni, alimente la polémique depuis qu'il a publié des messages controversés, dont une menace de décapiter un leader de l'opposition. Considéré comme le successeur probable de son père, âgé de 80 ans, Muhoozi Kainerugaba a accumulé plus d'1 million d'abonnés sur le réseau social grâce à ses publications notoirement incendiaires. Il y a quelques jours, le responsable militaire de 50 ans a assuré que seule la présence de son père l'avait empêché d'assassiner le musicien devenu visage de l'opposition, Bobi Wine. L'homme a indiqué mettre fin à son grand tourbillon et voyage passionnant sur X, selon ses termes, afin d'occuper ses fonctions de chef des forces de défense du peuple ougandais. Au Kenya, un dramatique accident d'avion a tué 3 personnes. Un avion léger s'est écrasé ce vendredi à Kwashosha, près de la route Malindi-Mombasa. Les habitants ont été témoins de scènes tragiques. Un conducteur de taxi-moto a été brûlé vif lorsque l'avion a pris feu. Une cycliste a également perdu la vie, frappée mortellement à la tête par une aile de l'avion. Les 2 pilotes ont miraculeusement survécu après avoir sauté de l'appareil avant l'explosion. Ils sont actuellement hospitalisés pour leurs blessures. Nous étions en route pour Malindi quand nous avons vu l'avion s'écraser. L'aile de l'engin a fauché la tête d'une femme qui roulait à bicyclette. L'avion a ensuite pris feu, les pilotes ont sauté et ont été transportés vivants à l'hôpital. C'est tout ce que j'ai vu. L'accident a suscité des réactions de la part des autorités locales. Rachid Odiambo, membre de l'Assemblée du comté, insiste sur la nécessité de renforcer la sécurité autour de l'aéroport de Malindi, particulièrement dans les zones adjacentes. L'avion qui s'est écrasé n'est pas un avion commercial. Par conséquent, nous pouvons affirmer qu'il s'agit d'un accident qui aurait pu se produire n'importe où, même s'il n'est pas à proximité de l'aéroport. Un accident peut toujours survenir. Toutefois, il convient de prendre des mesures de sécurité le long de l'aéroport, en particulier sur cette route qui est proche de l'aéroport. Ce crash intervient alors que les résidents locaux contestent l'agrandissement de l'aéroport de Malindi, accusant le gouvernement de ne pas avoir prévu de compensation foncière. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de ce drame. L'Éthiopie a lancé une bourse des valeurs cette semaine. Étape importante selon les autorités dans le processus d'ouverture de l'économie de ce pays à l'investissement privé tel que voulu par le Premier ministre Abiy Ahmed. Le directeur général de l'Ethiopian Security Exchange ESX, Tilaoun Kassaoun, s'attend à l'adhésion de 90 sociétés au cours des 10 prochaines années. Mais à ce jour, seule la Vegangen Bank a été cotée. L'entreprise publique de télécommunications Ethio Telecom se prépare à effectuer son entrée. L'Éthiopie est la 2e nation la plus peuplée d'Afrique, avec environ 130 millions d'habitants. Le pays a déjà détenu par le passé une bourse des valeurs mobilières dans les années 60 et 70, mais elle a été fermée par le gouvernement militaire socialiste qui a renversé la monarchie en 1974. Le conflit russo-ukrainien s'apprête à entrer dans une nouvelle phase. Volodymyr Zelensky multiplie les voyages en Occident pour s'assurer du soutien des alliés. Quant à Vladimir Poutine, il s'est dit ouvert au contact avec Donald Trump. Nous constatons que M. Trump se déclare également prêt à résoudre les problèmes par le dialogue et nous nous en félicitons. Il n'y a pas encore de détails, nous partons d'une volonté mutuelle d'organiser une rencontre. Apparemment, après l'entrée de M. Trump dans le bureau ovale, des mesures seront prises. Dans cette traditionnelle conférence de presse téléphonique, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, est revenu sur la nouvelle série de sanctions contre la Russie que prépare l'administration Biden à quelques jours de son départ. Les États-Unis, sous cette direction actuelle, alors qu'il leur reste 10 jours de mandat, ont l'intention de tout faire pour continuer la guerre et les pays européens suivent naturellement le cours.
Donald Trump a déjà appelé à un cessez-le-feu immédiat et à des pourparlers. Il maintient sa promesse de résoudre ce conflit qui entre dans sa 3e année. Depuis février 2022, le conflit a tué plus de 12 300 civils et fait plus de 27 000 blessés, selon l'ONU.